Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Après une petite pause, encore une fois on profite de nos vacances. On est clairement dans la période creuse pour la NBA en plus. Il nous reste en gros un mois à patienter avant la reprise de la saison. Il y a des matchs de pré-saison qui vont arriver, donc là avant tout ça, petit sujet un petit peu plus cool. Je suis comme d'habitude avec Constant, comment ça va Constant ? Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après ce hiatus de quelques semaines. La saison NBA commence à poindre son bout là, puisqu'il y a les Media Days qui vont arriver d'ici quelques jours, il y a les matchs de pré-saison. Dans moins d'un mois, la NBA aura repris, c'est ce qu'il faut se dire. Dans moins d'un mois, la NBA sera de retour. Dans moins d'un mois, on reverra du Thunder. Donc globalement, l'attente, la plus longue partie de l'attente a été faite. Complètement. Donc avant de se plonger un petit peu dans nos previews, dans tout ça, là, ce qu'on fait maintenant tous les ans maintenant, avec Constant, on s'est dit on va faire un truc plus tranquille. On avait fait une fois un spécial dilemme, là ça va ressembler un petit peu, c'est un vrai ou faux. On va se poser des questions avec Constant, plus ou moins compliquées, et on va essayer de donner notre avis, voir si ça va arriver, si ça va pas arriver. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires autres à réagir, à donner votre avis aussi. On va essayer d'étayer nos propos, de justifier nos réponses. On connaît pas les questions avant, donc des fois on va devoir un petit peu improviser, un petit peu réfléchir au dernier moment. Et voilà, simplement, on espère que ça va être plutôt cool à faire. Constant, je vais te laisser commencer, à toi l'honneur, on a à peu près 4-5 propositions chacun à répondre, donc je vais te laisser commencer avec ta première. Ouais, c'est plus des affirmations. Vu que c'est un vrai ou faux, c'est des affirmations et il faut répondre si c'est vrai ou faux. Oui, d'ailleurs, oui. Alors moi, la première, c'est un peu l'arlésienne de ce podcast. C'est Darius Bazley est un joueur du Thunder dans un an pile. C'est-à-dire, on est le 20 septembre 2023. Darius Bazley est un joueur du Thunder, vrai ou faux? Dans un an. Ouais. Donc c'est-à-dire on aura passé l'intersaison prochaine, on aura voilà. Ah celle-là elle est dure. J'en ai une qui ressemble vraiment, je la poserai juste après, mais elle ressemble dans tout point, c'est juste que j'ai comparé à d'autres joueurs. Je t'avoue que je sais pas. Tu m'aurais dit à la fin de la saison, je t'aurais dit oui. Après la prochaine ça aurait été trop simple, c'est un peu plus compliqué. Bah voilà, c'est ça, c'est un peu plus compliqué. Allez, je vais dire oui. Je sais pas si c'est la bonne réponse ou pas, j'ai des gros doutes là, c'est du 50-50. Je vais quand même pencher pour le oui. Ben, pourquoi ce qui est complexe, c'est qu'il va arriver à la fin de son contrat la saison prochaine et qu'il va devoir être prolongé ou re-signé, enfin voilà. Là, pour l'instant, on n'a pas du tout de news là-dessus d'ailleurs, cette intersaison, ça n'a pas été fait. Mais j'ai tendance à dire, et c'est une chose qu'on a déjà un petit peu discuté dans le dernier podcast et qu'on discutera en preview, que Darius va avoir un rôle important cette année. J'ai espoir que sa maturité continue, qu'il devienne de plus en plus efficace, de plus en plus propre dans son jeu, malgré un rôle qui va peut-être être trop grand pour lui l'année prochaine. Et j'ai aussi espoir, et ça je pense que il y a un gros doute là-dessus, notamment avec son agent, etc., mais que la somme demandée, que les propositions qu'il aura d'autres équipes seront pas immenses, ce qui fait que OKC pourra potentiellement l'obtenir à un coût correct, on va dire. Mais ça fait beaucoup de si, ça fait beaucoup d'espoir en son évolution, dans les négociations, dans pas mal de choses. Mais j'ai tendance à dire qu'il pourrait être là quand même en début de saison d'après. Par contre, c'est pas exclu qu'il soit tradé après, hein, mais j'ai tendance à dire qu'il pourrait être là quand même. Ah, moi, j'ai envie de répondre vrai aussi. C'est dur, hein, franchement, je suis pas convaincu que on ait tous les deux la bonne réponse et que d'ici un an, ce bon vieux Darius soit toujours là. Il y a plein d'incertitudes finalement au niveau de Darius Bazley. Ce serait trop s'avancer sur le podcast preview de la saison, mais elle va être déterminante sa saison pour Darius Bazley. Même pour lui, pour le joueur, ça peut décider de son avenir en NBA globalement. S'il est encore là, s'il fait une bonne saison, il va pouvoir arriver dans des négociations contractuelles en position de force.
Si ça marche pas, s'il fait pas une saison très très forte, enfin s'il fait pas une bonne saison l'an prochain et s'il est pas sur la lignée de ce qu'il a montré cette saison, je me demande quand même de un si le Thunder va le prolonger et de deux s'il y a vraiment beaucoup d'équipes qui peuvent être intéressées par le profil de Bazley. Donc ouais, pour moi vrai parce que j'ai du mal à voir quand même le Thunder se séparer d'un joueur, surtout de Bazley, d'un joueur que t'as drafté quand même, à qui t'as donné beaucoup de temps de jeu, t'as laissé beaucoup de temps pour se développer. J'ai du mal à le voir partir comme ça contre rien. Après, il peut être inséré dans un trade, mais sa valeur marchande est quand même quasi nulle. Donc ouais, vrai, mais je serais pas surpris si cette affirmation s'avère être fausse le 20 septembre 2023. Bah, c'est ton premier joueur drafté, un peu prospect pour ta reconstruction, qu'allait venir, etc. On n'avait pas compris à l'époque le choix là parce que c'était un prospect de long terme, etc. Donc effectivement, c'est un de tes premiers paris sur lequel t'abandonnerais si tu venais à le trader. Après, sa valeur marchande, est-ce qu'elle est vraiment nulle? Je sais pas, hein. Ça dépend du contrat qu'il aura après, mais est-ce qu'il est négatif? Est-ce que des équipes seraient incapables de l'utiliser? Je suis pas si sûr que ça, tu vois. Je pense qu'il y a des équipes qui seraient capables de s'en servir correctement dans un rôle moindre, tu vois. Enfin, Memphis fait bien jouer Brandon Clark, entre guillemets. Enfin, tu vois, on a cette comparaison tout le Toujours temps, la mais fameuse tu vois, il y a comparaison. des joueurs comme ça que... Bah oui, mais t'as des joueurs comme ça où je me dis, un Bazley dans un rôle comme ça, il pourrait s'exprimer, il pourrait être un minimum efficace, quoi. Donc, pourquoi pas? Est-ce que sa valeur est si faible que ça? Je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, il y a personne qui va venir le chercher, ça c'est certain. Mais effectivement, je pense que ça va être un joueur à suivre l'année prochaine, parce que pour tous les aimants qu'on a dit, encore plus avec la blessure de Chet, bah, là, il a un rôle prépondérant dans l'effectif à l'intérieur. Juste ma question qui ressemblait vraiment à celle que tu as posée, comme quoi on pense des fois un peu de la même façon, toi et moi. Est-ce que Darius Bazley restera plus longtemps que Aaron Wiggins et que Poku à OKC? Ah, Tu vois, c'était encore plus... Tu vois, c'est encore plus compliqué parce que tu dois imaginer combien de temps Poku et Wiggins vont rester. ah ben ça c'est pas une question à laquelle tu peux répondre vrai ou faux ça. C'est plus une question globale. Bah Tu si, m'aurais ah bah alors je te la pose. Est-ce que Darius Bazley restera plus longtemps que Poku et Wiggins à OKC? Comme ça tu réponds vrai ou faux. Oui ou non. Hmm. Eh, pas facile hein. Moi j'ai envie de dire vrai. Je pense que Darius Bazley va survivre plus longtemps que les deux autres. Ok, parce que du coup, dans Wiggins, on sait que nous, on avait des doutes par rapport à l'année prochaine. Bon, là, ça semble quand même il y a un peu moins de doutes, surtout avec sa Summer League, il a été plutôt bon. On a tendance à croire qu'il va rester au moins l'année prochaine. Beaucoup, on en a déjà parlé, donc du coup, ça veut qui que t'auras un peu de doute par rapport à Base? Au niveau à qui il va survivre, De la tu veux dire? durée, ouais, de la durée. Bref. Aaron Wiggins, moi je le vois bien comme un joueur qui traîne dans le roster pendant plusieurs années en fait. Beaucoup, j'ai l'impression que vraiment ça peut être pour les vieux qu'on la rêve, c'est stop ou encore quoi cette saison quoi. C'est vraiment si ça marche pas, ça peut être un stop assez net. Mais je pense qu'Aaron Wiggins, ouais, il a ce profil un peu de joueur qui ne sera pas utilisé dans la rotation, mais qui est capable de rester de par son contrat déjà 2 ou 3 ans dans l'effectif et qui parvient à passer entre les gouttes des cuts respectifs, etc., etc. Je pense que ouais, je pense même qu'Aaron Wiggins peut potentiellement rester plus longtemps dans le roster que Poku. En fait, ça dépend de si Poku se développe ou pas, quoi. C'est de si son contrat rookie, il a quelque chose après, hein. Mais effectivement, Wiggins, alors certes, tu te dis, tu peux facilement t'en séparer, mais en même temps, il est pas très handicapant dans un roster. Donc, comme tu dis, il peut traîner un petit moment. Donc, selon comment tu vois l'avenir de Bazley, est-ce que Wiggins sera encore là? Tu vois, si tu prévois que Wiggins sera encore là dans 2 3 ans, bah, peut-être que Bazley, à ce moment-là, sera plus là, et dans ce cas-là, la réponse est faux, quoi. Moi, je t'avoue que celle-ci, elle était compliquée. Je t'aurais dit plutôt faux, quand même. J'ai C'est parce que tendance à t'es fan croire de qu'au moins Poku, ça c'est Wiggins pour et ça. Poku qui sera la plus... Non, tu vois, je dis un des deux, parce que comme toi, Wiggins, il y a un aspect où tu te dis, il peut rester un moment. Et dans l'autre, c'est aussi Poku, s'il arrive à confirmer, sera là un moment. Et Bazley, on a quand même des doutes, nous, petit à petit. Donc, vu son contrat, voilà, donc...
Moi, j'aurais plutôt dit faux à celle-ci et plutôt dit vrai à la tienne, du coup. Donc, on essaie de situer un petit peu quand Darius Bazley sera plus à Oklahoma. On essaie d'avoir une petite réponse, là, quoi. Et ben, je vais enchaîner, Constant, moi, avec ma deuxième question. On va plutôt partir sur la saison prochaine. J'en avais quand même quelques-unes sur la saison prochaine, histoire de teaser un petit peu nos previews qui vont arriver. J'en ai une pour toi. L'année prochaine, Ousmane Dieng jouera plus de matchs que Jalen Williams. Vrai ou faux? Ah, elle est pas facile celle-là. Non. Plus de matchs NBA ou de matchs de G-League? NBA, justement. Ça, elle est pas facile celle-là. J'ai envie de dire vrai, même si je pense pas que les deux vont jouer un nombre délirant de matchs NBA. Je pense que si t'es Mark Daigneault, t'as plus envie de tester Ousmane Dieng et de lui faire manger du parquet NBA et de lui donner de l'expérience plutôt que Jalen Williams qui est déjà de par la position à laquelle ils ont été draftés. Ousmane Dieng, tu l'as pris en 11, ça montre que tu comptes sur lui, que t'as vraiment des grandes espérances dans le joueur, là où Jalen Williams c'est un pick 32 si je dis pas de bêtises, 32 ou 34 je sais plus. Mais ça montre que voilà, Ousmane Dieng, t'as envie de le mettre sur un parquet NBA. La seule chose qui pourrait favoriser Jalen Williams, c'est l'absence entre guillemets de rotation au poste de pivot. C'est-à-dire qu'avec la blessure de Chet, même si Chet allait pas forcément jouer pivot, mais avec la blessure de Chet, on l'a dit quand on a fait le podcast sur sa blessure, ça te libère un spot. Donc il reste Mike Muscala, mais est-ce que Mike Muscala va jouer énormément de matchs? Je suis pas sûr. L'avenir de Derrick Favors est quand même très incertain. Peut-être que Jalen Williams a une opportunité de se greffer là-dedans, mais il y a JRE qui va prendre des minutes, il y a Darius Bazley qui va prendre des minutes. Donc à voir. Mais je pense quand même que Ousmane Dieng, de par la place à laquelle il a été sélectionné, et de par ton envie de le voir évoluer dans un contexte NBA pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse acquérir de l'expérience, je pense qu'il va jouer plus de matchs que Jalen Williams en NBA cette saison. Bah, je pense que tu as bien dit l'argument principal qui pour moi est la place où ils ont été sélectionnés. Certes, Dieng, tu soupçonnes qu'il sera pas forcément prêt, que c'est sur du long terme, et que là c'est juste de la formation, un petit peu comme Poku, ça avait pu être fait avec Poku, mais il a été pris en 11. Au bout d'un moment, ton choix 11, c'est très rare que minute 1 du premier match de la saison, il soit dans ton effectif de G-League et tu donnes pas un minimum sa chance, quoi. Donc c'est pour ça que moi je te dirais vrai aussi. Je pense que les deux ça se tiendra à peu de matchs. Je pense que les deux ils auront peut-être quoi la moitié des matchs. Et après ils feront des allers-retours en G-League. Après, selon le moment de la saison, peut-être chacun leur tour, peut-être voilà un petit peu comme ce qui avait été fait avec Poku encore une fois, ou avec Malédon, avec Man même l'année dernière. Mais je pense que Dieng va quand même avoir sa chance. Est-ce que ça va être concluant? Là, c'est à lui de montrer qu'il sera capable. Pareil pour Jalen d'ailleurs. Au début, je suis pas sûr que ce soit très concluant les minutes où il sera sur le terrain. En tout cas, en Summer League, c'était pas toujours exceptionnel. Mais je pense que Dieng aura un petit peu plus de temps de jeu que lui, quand même, de par son rang. Par contre, comme tu l'as bien dit, imagine, tu te sépares d'Eric Favors assez rapidement dans l'année. T'as un Mike Muscala qui a toujours des problèmes physiques, notamment à cheville, etc. Tu te retrouves vite à court de solutions au poste de pivot, et dans ce cas-là, Will, t'es obligé de le faire jouer, quoi. Parce que aller juste avec Bazley et JRE, ça fait peu. Et dans ce cas-là, lui, il aura un temps de jeu bien plus important que prévu, je pense, si t'as des problématiques encore plus poussées de roster sur ce poste-là, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, un point qui va dans le sens d'Ousmane Dieng, c'est que le Thunder n'a pas eu peur de faire jouer Poku dès sa saison rookie. Alors, la Ouais. profondeur d'effectif était pas la même, hein, parce que Poku, quand il est arrivé, c'était quand même un peu le no man's land. Mais t'as quand même, voilà, c'est OKC, et c'est normal d'ailleurs, mais quand t'as des prospects comme ça, très bruts de pommes, qui demandent à se développer et à se polir, c'est mieux de le mettre sur un parquet NBA. Et je sais pas, j'ai pas le chiffre en tête, je sais pas combien de matchs Poku a joué sur sa saison rookie, mais ça doit être peut-être 45-50. Moi, je serais pas surpris si Ousmane Dieng joue quasiment 50 matchs de NBA, hein, très franchement. Alors après, avec un temps de jeu qui peut être variable, mais je suis vraiment pas 45 matchs. Il a joué beaucoup sur sa saison rookie, donc c'est surtout que c'était une saison à 72 matchs.
Donc voilà, moi je serais vraiment pas étonné si Ousmane Dieng se retrouve avec 45-50 matchs. Ça pourrait aller jusque-là si on considère que c'est mieux pour son développement de rester avec le roster et pas forcément faire que de la G-League, effectivement. Ou alors, ça se trouve, il prouvera dès le début qu'il peut être une bonne pièce du roster, c'est pas à exclure non plus. Hein. Tu penses que c'est peut-être plus probable que lui se montre intéressant et que du coup on veuille le garder, ou plutôt que J. Will se montre intéressant et du coup gagne une vraie place dans le roster? C'est peut-être ça aussi qu'on peut questionner. Mais en fait, j'ai du mal à voir Jane Williams jouer 50 matchs cette année, là où j'envisage la possibilité que Dieng en joue 50 cette année, en fait. J'ai du mal à voir Jalen, hormis, enfin, on est dur avec lui, mais tu vois, même s'il y a des blessures, t'auras quand même, faudrait vraiment qu'il y ait plus de JRE, il y ait plus de Muscala, il y ait plus de Bazley, enfin vraiment qu'il y ait plus personne pour qu'il se retrouve avec du temps de jeu. Moi, je suis un peu pessimiste pour le temps de jeu de Jalen Williams. Donc c'est pour ça que je me dis qu'Ousmane Dieng, lui, va avoir des opportunités. Mais ouais, il peut profiter, comme tu l'as dit, des blessures, mais pour moi, le concours de circonstances qui amène au temps de jeu de Jalen Williams, c'est plus important que le concours de circonstances qui amène à du temps de jeu pour Ousmane Dieng. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Même si la blessure de Chet pourrait aider l'un comme l'autre d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de joueurs avant lui dans la rotation. Là où Dieng, c'est pas une question peut-être de joueurs avant lui dans la rotation un petit peu, mais c'est un peu moins le cas. C'est plus ce que lui, il arrive à donner et comment tu prévois son futur. T'es pas dans la même position. Et encore une fois, cet argument principal de ah, c'est un lot hippique, quoi. T'as envie de l'exploiter au maximum, donc il faut que tu le fasses jouer. Cet argument-là, pour moi, il est prépondérant dans la question. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, je dirais plutôt vrai. Plutôt vrai aussi. Je te laisse enchaîner, ta deuxième question, du coup. Ouais, alors celle-là, il faut réfléchir. Le Thunder est à un déclic offensif de devenir une équipe compétitive. C'est quoi compétitive? C'est playoffable. Donc play-in, 8ème, 7ème, quoi. Ouais, allez, ouais, top 8. Et c'est quoi que t'appelles un déclic offensif? Parce que c'est tout dire, et c'est un joueur qui d'un coup arrive et... Non, à un déclic offensif collectif. Ah, C'est-à-dire, le Thunder n'est plus la dernière ou l'avant-dernière équipe en defensive rating, mais est middle. mhm. Euh, je ne pense pas, je te dirais faux. Parce que pour moi, il faut plus qu'un déclic en fait. C'est certes si tu as un déclic où les joueurs commencent de mettre les tirs, où ben, tu as un Shea exceptionnel, où tu as un très bon Guidi, où tu as Dort qui est efficace, etc. Bah ouais, ton attaque va être forcément meilleure. Mais pour moi, surtout Sanchez, il manque encore trop de talent offensif pur pour vraiment être compétitif offensivement et pouvoir du coup être vraiment compétitif en termes de classement et en termes d'aller chercher quelque chose. Je pense qu'on avait espoir avant la blessure de Chet que ça commence d'être mieux cette année et c'est pour ça qu'on espérait voir une légère remontée dans le classement et un bilan peut-être un petit peu plus supérieur. Là, pour moi, même si tout tourne bien, que ça met les tirs encore une fois, que ça joue pas mal, tu manques trop de talent pur pour vraiment jouer quelque chose. Et en plus, peut-être que ce plus offensif sera fait au détriment d'une défense qui, du coup, tu seras peut-être moins concerné défensivement, tu t'appuieras peut-être un peu plus sur l'attaque et moins sur ta défense, et du coup, ça s'équilibrera. Et du coup, tu ne seras pas forcément plus compétitif parce que tu auras des joueurs qui seront obligés de forcer leur talent, tu auras des choses comme ça. Enfin, on peut imaginer par exemple si un Dort, l'année prochaine, il explose vraiment, il a encore des ballons, plein de ballons, il est efficace, il tourne en presque 20 points. Enfin, cette année, il n'en est pas si loin que ça au final. Euh, est-ce que tu pourras attendre autant de lui défensivement encore une fois? C'est le débat qu'on a eu, je pense pas. Et ça sera un peu ça pour tous. Donc j'ai l'impression que si tu as un gros déclic offensif, défensivement tu vas le payer et qui sera au détriment de... Bah, comme tu manques de talent, ça sera juste des joueurs qui vont forcer et qui vont surperformer. Donc je suis pas sûr que ça soit très viable et que ça marche tant que ça en fait. Je sais pas Ouais. si j'étais très clair dans ma réponse, mais... Si, 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 si. Moi, je suis partagé. Parce que je me dis, en fait, ce qui manque à OKC,
Ma réflexion, c'était de me dire, tu as une défense qui est déjà pour moi, tu as une défense qui est à un niveau d'équipe de play-off. On l'a vu, tu étais 8e défense avant la kyriade de blessures de février. Pour moi, t'as un niveau défensif qui est équivalent, peut-être meilleur que des équipes qui sont allées en play-off l'an dernier. Ton vrai souci, c'est l'attaque. Et ça, voilà, on le répète depuis 2-3 ans. C'est le vrai problème, c'est en attaque où le Thunder est incapable de mettre un tir de loin. Il y a beaucoup de problèmes, etc., etc. Moi, je me dis, si tu passes, je ne sais pas moi, le training camp, si tu fais vraiment un gros training camp focus sur l'attaque, accès attaque, essayer de progresser en attaque, de développer quelque chose, et que tu parviens à conserver une défense correcte, voire bonne, t'as moyen d'être ce serait surprenant que le Thunder passe de 29e attaque à, je sais pas, 15e ou 14e. Mais je me dis que si ça arrive, OKC va vraiment être une équipe qui peut embêter beaucoup d'autres équipes et qui peut gagner des matchs. Mais ça dépend d'énormément de facteurs. Pour moi, le principal facteur, c'est la réussite à 3 points, surtout qu'OKC en tente énormément. Est-ce que t'as forcément l'effectif pour pouvoir artiller à 3 points et être efficace? Non. Donc c'est l'interrogation elle réside dans ce point-là et c'est pour ça que je réponds faux. Mais je me dis que c'est vraiment en fait tu parlais du manque de talent. Moi je me dis que avec une attaque très collective, t'es pas si loin d'être une équipe compétitive si tu gardes une défense aussi bonne. Après, il faut que tu arrives à garder la défense aussi bonne. Là, c'est pour moi ce qui pourrait pêcher. Et ensuite, je pense qu'il y a plein de facteurs autres que juste si tu arrives à être plus collectif, si tu as un meilleur système par exemple, si toutes ces choses-là. Il y a le facteur talent qui pour moi est encore un peu trop faible. Alors il y en a beaucoup de talent à confirmer d'ailleurs. Mais ouais, comme tu l'as dit, je sais pas si tu as déjà les armes pour pouvoir prétendre à ça. Alors effectivement, c'est pas impossible. Les joueurs peuvent largement progresser, l'effectif est super jeune, enfin ça va travailler dur, etc. Mais je pense que c'est un petit peu tôt. Et je pense que tu pourras peut-être pas l'avoir dès l'année prochaine. Mais peut-être que l'année prochaine, on aura un Thunder qui sera un petit peu meilleur en attaque déjà. Et qu'on se dira peut-être que l'année d'après, par contre, retour de Chet, d'autres rookies, peut-être d'autres joueurs, là, ça risque de peut-être exploser, tu vois. Ouais, bah après le problème c'est que quels sont vraiment tes joueurs sur lesquels tu peux te fier en attaque? T'as Shea. Guidi. Ouais, mais au scoring, Ah non, au scoring non. Dort, Man, entre guillemets, parce que ça va être tes gros scores l'année prochaine. oh, je les mets pas dans la même catégorie. Hein. Non, je les mets pas dans la même catégorie, mais je les cite comme ça. Mais concrètement, Muscala. c'est une question qu'on va se poser en preview, mais les meilleurs scoreurs d'OKC l'année prochaine, tu t'auras vite fait le tour, mais je pense qu'un Man sera pas ultra loin dans la hiérarchie, un Muscala sera pas ultra loin, un Beasley ça pas ultra loin, enfin tu vois, ça va être, Shea va être au-dessus de tout le monde je pense, après tu auras un Dort, un Guidi, mais après tu vas très vite tomber sur Man, J-Dub, Muscala, Beasley, donc c'est quand même moyen, tu vois. Mm. Non, je suis d'accord. Mais bon, après, là, t'as cité la moitié du roster, donc effectivement, Oui, mais tu vois, il y a des gars qui vont être dans le classement au niveau des points marqués. mais c'est pour montrer que, ben, ouais, peut-être que Man, ça sera déjà ton quatrième meilleur scoreur, quoi. Alors que, bon, ouais, c'est très Man sophomore, qui sortira sûrement du banc, voilà, c'est quand même pas ouf. Oh, Tu franchement, vois. t'étais à deux doigts de faire une transition parfaite pour une de mes affirmations. Donc, c'est dommage. Mais non, mais oui, bah c'est sûr. Offensivement, tu manques de talent. Enfin, je veux dire, quand ta deuxième ou troisième option offensive c'est Lou Dort, il y a un vrai problème. Mais je me dis que tu n'as pas non plus, tu n'es pas si loin en termes de talent nécessaire d'avoir une équipe qui peut être dangereuse en attaque. Pour moi, tu mets un Desmond Bane, par exemple, pour citer un joueur que j'aime beaucoup, tu mets un Desmond Bane dans l'effectif du Thunder, je pense que tu résous déjà une bonne partie de tes problèmes en attaque, notamment au niveau du spacing et du tir à 3 points. Mais après, il faut trouver un joueur type Desmond Bane. Ça se trouve pas non plus tous les jours, mais je me dis que
tu vois, Desmond Bain, c'est pas non plus un talent de superstar, tu vois, c'est un excellent Ouais, mais bon, role-player. il tire quoi? Il tire à plus de 40% à 3 points, Ouais, mais prenant 7 ou 8, enfin, c'est énorme, quoi. c'est du talent de role-player plus, quoi. C'est pas du talent de superstar. Il faudrait, ce qui manque au Thunder actuellement offensivement, pour être playoffable, hein, je dis pas pour viser le titre, mais c'est des vrais joueurs, des vrais joueurs de qualité au niveau du tir extérieur. Ce que tu n'as pas, hormis Muscala. Il y en a certains qui te diront aussi un grand, un peu plus impactant aussi, je pense. Surtout l'année prochaine, Sanchez, t'es très faible à l'intérieur, quoi, tu vois. Là, je pense Ouais, qu'ils mais pourront mentionner ça aussi. t'as montré l'an dernier que, en tout cas défensivement, t'as montré Ah oui, l'an dernier que tu défensivement. pouvais te dépatouiller sans un grand à l'intérieur. C'est plutôt offensivement que tu te dis tu pourrais aller plus loin encore offensivement si t'avais un joueur un peu plus capable à l'intérieur, tu vois. Donc, Après, déjà, si Muscala est là, déjà, ça change des choses, ça change pas mal de choses, je trouve. Donc, après, tu peux te poser la question de quel est le dernier pivot impactant offensivement au Thunder. T'avais Steven Adams avec les rebonds offensifs, mais en termes de contribution en points, il n'était pas non plus... Les écrans, voilà. Est-ce que Gallinari, tu le considères comme un intérieur? Oh non, 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 non. Non, je te demande parce qu'il jouait 4, tu vois. Non, Jérémy Grant. Après, est-ce que c'est Grant et Melo, du coup? T'en arrives là? Melo à l'intérieur, oh là là. Après, il y avait... Bah ouais, mais c'est quand tu joues 4, il y en a qui diront que c'est un poste intérieur, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais, mais Melo... Ah oui, Melo, oui, il mettait pas un pied beaucoup. Melo, il joue tout sauf à l'intérieur. Après, il y a une époque, Kanter prenait beaucoup de tirs et mettait beaucoup de points en sortie de banc. Kanter, ouais. Je pense que c'est Kanter ou Jérémy Grant d'avoir un impact vraiment sur le scoring. Parce que Steven Adams, il avait un impact offensif, mais je sais pas, il tournait à 10 ou 12 points par match, je pense, à vue de nez. Donc ouais, peut-être Kanter ou Jérémy Grant. Sinon, Nerlens Noël, sur le peu de temps de jeu qu'il avait, il en avait un. Mais très faible, Ouais, juste parce que des rebonds et des... Ouais, mais sur le peu de temps de jeu, ouais, c'était... Ouais, c'était intéressant. Et moi, du coup, on a fait une petite transition avec une de mes questions. On a parlé de Treman, puisque j'en ai une sur Treman. Et ma question, c'est: Treman aura une plus haute moyenne de points et de minutes que J-Dub l'année prochaine? Tu sais que bon, c'est pas la même question, mais moi aussi j'ai une affirmation où il y a Treman et Jalen Williams dans la même phrase. Tu vois. Mais moi c'est un peu plus long terme. Treman aura une plus grosse moyenne de points que J-Dub l'an prochain. Et de minutes. Vrai, je pense que déjà 2 points par défaut, et par défaut je dis pas ça négativement, mais Treman il va sortir du banc, ça va être globalement ton go-to guy en sortie de banc, il va avoir beaucoup de ballons, il aime avoir la balle entre les mains. Là où Jalen Williams, je le sens moins amoureux de la balle. C'est pas méchant pour Treman, mais Jalen Williams, je pense qu'il serait prêt à laisser pas mal de ballons à Treman si les deux évoluent en sortie de banc ensemble et faire d'autres choses avec du cut, du jeu off-ball comme il l'a montré un petit peu durant la Summer League. Moi, Treman, j'ai de très hautes attentes pour lui l'an prochain. Sa fin de saison rookie était quand même extrêmement satisfaisante de ce qu'on voyait. Sa Summer League un peu moins, mais ça c'est Treman en Summer League. Ouais, je pense qu'il sera au-dessus en termes de points marqués parce que vraiment, si en fait, ce serait dramatique. T'as deux cas de figure. Si Treman a moins de points marqués, moins de points par match que Jalen Williams, ça veut dire soit que Treman est à un niveau dramatique, soit que Jalen Williams est quand même à un niveau très très solide. Bon, je sais pas quelle option on doit souhaiter, mais ouais, non, pour moi, en termes de points par match, il va être au-dessus. En termes de minutes, ça dépend. Ça dépend du 5 majeur, ça dépend de est-ce que Mark Daigneault va innover et nous sortir un Jalen Williams titulaire dans le starting 5 avec la blessure de Chet au poste 4. À voir. Mais je pense que dans les deux cas, en termes de minutes, en termes de points, je serais tenté de te dire que Treman en aura plus que J-Dub. Est-ce que c'est inconcevable pour toi que J-Dub soit à 10 points par match? Non, mais ça me paraît inconcevable que Treman soit à moins de 10 points par match l'an prochain. Ok. Non, parce qu'en fait, pour moi, c'est ultra dépendant de quel Treman on va avoir et de l'efficacité qu'il va avoir. Je pense que J-Dub, même avec en partie des miettes et peu moins de ballons, etc., comme tu l'as dit, avec les cuts, avec une efficacité qui, je pense, sera là, c'est un joueur qui sera propre pour moi, parce qu'il prendra des bons tirs, parce qu'il fera les bons choix, il forcera pas, comme tu l'as dit, il sera peut-être un peu moins croqueur sur sa actions à forcer les choses.
il aura des bons pourcentages et du coup assez facilement il aura peut-être une moyenne de 9-10 points en étant avec des bons pourcentages. Là où Treman, effectivement dans la quantité je pense qu'il pourra peut-être m'en mettre 13 par match, 14, c'est peut-être ça que t'attends d'ailleurs. Mais par contre, si tu tombes dans l'inefficacité de la Summer League ou de certains matchs où il était très inconstant, l'année dernière il y a eu des super perfs, mais il y en a eu d'autres un peu moins bonnes. Pas très mal, quoi. Ouais, est-ce que du coup la moyenne sera aussi haute que ça, tu vois? C'était un peu la question, et notamment pour les minutes, c'est encore plus vrai, parce que comme tu l'as dit, il y a différents rôles, et je pense qu'un J-Dub, s'il se met à défendre aussi fort qu'il a pu le faire sur la Summer League, et qu'il apporte dans cet aspect-là, il pourra avoir peut-être plus de minutes que Man, qui peut-être en profitera pour scorer plus, mais elle aura moins de minutes. Donc tu vois, c'était un peu là la limite, ou qui serait ton vrai sixième homme, si J-Dub sort du banc, encore une fois, ou même Man, selon le nombre de minutes, selon peut-être le scoring, selon ces choses-là. Moi aussi, Man, j'ai envie qu'il montre que ça peut être ce vrai scoreur pour l'instant de sortie de banc déjà, voire plus. J'ai des doutes concernant l'efficacité, il va falloir voilà, qu'il gagne en régularité. On a vu qu'il était capable de perf énormes. Les tirs qu'il prend, il peut les avoir à tous les matchs, c'est à lui de maintenant de les mettre plus régulièrement, peut-être des fois d'un peu plus aller au cercle, voilà, peut-être de créer un petit peu plus, puisque comme tu l'as dit, il risque d'avoir pas mal de balles en sortie de banc. Bien qu'on peut aussi se poser la question s'il n'y aura pas Shea ou Guidi tout le temps sur le terrain. Moi, je pense qu'il y aura ça la plupart du temps. Donc, à voir. Moi, je pense pas. Ça, après, c'est se projeter sur la preview, mais moi, je suis Hmm. quasi sûr que tu vas avoir des séquences où tu n'auras ni Non, Shea ni Guidi sur le parquet. il y en aura, mais déjà l'année dernière, quand les deux étaient en forme, t'avais peu de moments où il n'y avait aucun des deux. Je pense, faudra regarder, mais il y avait peu de moments où t'avais aucun des deux. Donc, à voir si l'année prochaine, on se dit, de toute façon, on forme et on peut sortir les deux, ou si on optimise et qu'on a, voilà, un Shea qui sort plus tôt et qui après joue avec le banc, ou l'inverse pour Guidi qui après joue avec le banc, enfin tu vois, à voir. Mais du coup, ça aura un impact fort sur Man et peut-être moins sur J-Dub, ça. Ouais, à voir après aussi le temps de jeu, en fait, globalement, la distribution des minutes, parce que Treman, il a commencé avec un temps de jeu limité, il a fait un petit peu de G-League l'an dernier, et par contre, en termes de temps de jeu, il a full explosé après la blessure de Guidi, donc globalement, février-mars. Euh, Quid aussi de la rotation au poste de meneur? Est-ce que Mark Daigneault va continuer à nous sortir du Ty Jerome, du Théo Malédon, ou est-ce qu'il va se dire non, en fait mon gars, mon seul guard quasiment qui sort du banc, en tout cas mon seul meneur backup, c'est Treman. Et dans ce cas-là, tu peux te retrouver avec Treman qui joue 24-25 minutes aussi. Ouais. Ouais, je pense que c'est plus qu'on a envie, toi et moi, d'ailleurs, ça, Ah bah que clairement. du Taijira avec. Non, mais tu vois, intéressant de voir aussi, peut-être dans les commentaires, l'avis des gens là-dessus, s'ils sont plus hauts sur J-Dub ou sur Man. Bah, je vais te laisser enchaîner, du coup, puisque t'en avais une qui ressemblait, apparemment. On va rester sur les mêmes joueurs. Ouais, c'est plus long terme. À terme, Treman ou Jalen Williams va devenir un titulaire dans cette équipe. Ouah. Je pense que je dis Jalen Williams. Ah, bah, Mais c'est tu penses qu'il y en a un des deux déjà qui va devenir titulaire? Ça peut à être et terme. ou, hein. Ah oui, j'avais pas compris. Je croyais que c'était. Oui. Un des deux. Bah, alors, s'il y en a un qui le devient, pour moi, ça sera Jalen Williams, de par son rôle, de par son profil, voilà, qu'on a décrit en profondeur. Maintenant, ça inclut peut-être pas mal de choses. Là, d'un premier abord, certains te diront, ça veut dire que Dort est plus là, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui te diront qu'au contraire, il sera là et du coup, il jouera 4 et 3 et 4 avec Williams, ce qui est possible, hein, peut-être dès l'année prochaine. C'est dur à dire, c'est dur à dire. Parce que, tu vois, dans ma tête, même dans 2 ans, ou même cette année, tu aurais pu te prévoir un 5 pour finir les matchs chez Guidi, Dort, Williams, Chet, tu vois. Ouais, Le, ça aurait même pu ou, être le starting five, hein. ouais, ouais, ou tu vois, dans 2 ans, ou que ça soit un super 5 pour finir les matchs. Donc là, t'as pas de Chet pour l'instant. Ouais, j'ai tendance à dire que vu son profil et vu ce qu'il nous a déjà montré, je pense que J-Dub sera titulaire un jour. Alors après, ça veut pas dire que j'enlève un des joueurs actuels. Peut-être ça sera en 4, peut-être que ça sera on jouera autrement. Mais je pense que lui le sera à un moment. Ou alors au contraire, c'est que bah t'as drafté encore mieux après quoi.
ce qui est complètement jouable, hein. Parce que si tu dis Guidi, SGA, Chet seront là, ça se trouve qu'un Ousmane Dieng, au final, il sera fort quand il aura progressé. Tu vas drafter peut-être un autre joueur. Enfin, tu peux te retrouver en fait avec 5 joueurs qui sont meilleurs que J-Dub, qui sera sur le banc et qui sera super fort aussi. Ah oui, mais c'était pas, Que seul maintenant. Non, mais c'était surtout, enfin, je voulais pas dire titulaire dans le sens, ça fait partie de tes 5 meilleurs joueurs. Enfin, t'as plein d'équipes où, leur 5 de départ, ouais, c'est pas leurs 5 meilleurs joueurs. Ouais, je pense que par son profil, il le sera un moment. Un petit peu, bah tiens, pour coller avec l'actualité, un petit peu à Jay Crowder, quoi. Ouais, mais je pense que ouais, justement, avec ce profil-là, il le sera un moment. Tu vois, pour peut-être garder un peu de talent en sortie de banc, bah, comme Man par exemple. Je pense que lui, ouais, il sera trop utile en tant que role player pour ne jamais l'être, ça serait bizarre. Ah, et moi, Treman, je l'ai inclus dans la question pour dire est-ce que on arrive dans un scénario où Treman il pousse les murs en fait et où il se retrouve à un poste de starter? C'est dur. Et pour moi, pour qu'il puisse prétendre à ça, c'est que off-ball, il progresse, quoi. Enfin, qu'il montre qu'il fasse quelque chose off-ball. Parce qu'il est potentiellement capable, hein. Mais que du coup, tu le fasses jouer en 1-2 avec Shea et Guidi, enfin 2-3, et que tu aies un 4 derrière, soit Dort, soit J-Dub d'ailleurs, soit un autre joueur. Mais ça veut dire que Treman a bien performé, quoi. Ouais, bah c'était d'où ma question, mais c'était à terme hein, aussi. Donc, Ouais. non, mais si t'arrives vraiment à un full développement de Treman comme tu l'espères, voilà, très CJ McCollum comme d'habitude, très Kemba Walker, en plus athlétique, tu peux avoir un joueur qui est tellement fort offensivement que même s'il fait pas forcément les efforts off-ball, il est tellement bon balle en main, et t'as un 5 majeur qui peut pallier en manque de création individuelle hors Miché, qui peut voilà pousser les murs et se dire non, Treman est trop fort, j'ai besoin de l'avoir dans mon 5 majeur parce qu'offensivement il m'apporte trop de trucs. J'ai du mal dans l'équilibre avec ça. Enfin, tu vois, on préférait garder Dennis Schroeder sur le banc et mettre Dort, rookie, qui sortait de nulle part, tu vois, dans le 5. Bien tu sûr, vois, mais autre époque. Ouais, mais j'ai quand même cette tendance à dire que ça restera un peu comme ça, intrinsèquement. Tu vois, ok, si, on a toujours fait ça. J'ai pas l'impression que même les autres équipes, des fois, font ça aussi. J'ai l'impression que ça reste quand même d'actualité de faire ça souvent, quand même. Ah ouais, bien sûr, mais la NBA est cyclique, hein, on sait bien. Ouais. Non, mais c'était vraiment en me disant... Non, mais c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi, je pense que s'il y en a un des deux... Moi, je mettrais faux à l'interrogation. Je pense que s'il y en a un des deux qui se retrouve starter par défaut, encore une fois, enfin, ou en tout cas par le profil, ce serait Jalen Williams. Parce que voilà, profil très... voilà. Aaron Wiggins a été starter, donc globalement, on voit les préférences pour ces ailiers... qui peuvent, même si Jalen Williams peut beaucoup plus jouer avec la balle qu'Aaron Wiggins, mais qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir tout le temps la balle en main. Mais oui, mais j'ai du mal à voir en fait la question que je me pose en faisant cette affirmation-là, c'est que t'as un 1-2-3, enfin t'as un axe 1-2-3 qui est quand même assez solide. Avec Shea, Guidi et Dort, t'as un axe 4-5 4-5 dans le sens 4/5 avec Chet qui est quand même voilà assez solide quand il va revenir. Donc ça laisse finalement peu de place pour te retrouver avec un des deux qui vient se greffer une place de starter, quoi. C'est ça. C'est pour ça que j'ai même mentionné Dieng, parce que lui, s'il arrive à jouer 4 et être bon, il a une place en fait. Tu vois, potentiellement, il pourrait se faire une place à côté de Chet à l'intérieur, potentiellement, tu vois. Donc, why not? Donc, mais elle était intéressante celle-ci aussi. Et je pense que là, pas tout le monde sera d'accord aussi. J'en ai une pour toi, qui est plutôt collective cette fois. Bon, il faudra refaire un petit peu la liste de joueurs. L'année prochaine, il y aura 5 joueurs d'OKC à plus de 35% à 3 points. Ah, on dirait une hot take des podcasts review. Non, mais elle est pas si haute que ça. Je peux te faire la liste des joueurs si tu veux. Là, je les ai notés pour que tu comptes dans ta tête qui tu vois à 35%. Tu as, vas-y, je te fais JRE, Muscala, J-Will, Dort, Dieng, Omar Yuri, Chet, bon, j'enlève, J-Dub, Wiggins, Krejci, Bazley. Vrai. Tu peux arrêter la liste. C'est bon, vrai? Bah, dis-moi tes joueurs. Non, mais là, j'étais en train de me faire la liste dans la tête et Muscala, Treman, Jalen Williams,
Shea, Kenrich. Ok. Tu es serein quand même sur Treman et Shea, qui n'était pas l'année dernière. Hein. Treman, il était à 36% Si, Treman, il à était, 3 points. excuse-moi. Shea, il était pas l'année dernière. Parce qu'il prenait que des step back dégueulasses. Ouais, Mais en dehors de ça, Shea en carrière, ces 2 saisons à OKC, il a plus de 36% à 3 points. Alors, tu vois, moi, Muscala, je suis presque sûr. C'était mon premier choix. Je pensais que tu allais peut-être mettre JRE. Ouais. Tu vois, je pensais. Tu m'as dit J-Dub ensuite. Ouais, je pense que J-Dub Possible, va faire une belle saison. Possible. Et après, tu m'as dit Man et Shea. Ouais. Je pensais qu'un Kenrich serait peut-être dans la liste. Ah, j'ai mis Kenrich. Hein. T'as mis Kenrich aussi. Après, Water, c'est ce qui va jouer assez pour qu'on considère vraiment qu'il a... Non, moi je l'ai pas mis dans la réflexion. Moi, j'ai quand même des doutes. Je suis quand même... Enfin, toi, t'as l'air plus serein que moi, mais Man et Shea, je suis pas... En fait, Man, il peut pas moins bien shooter que... Les deux peuvent difficilement moins bien shooter que l'an dernier, hein, franchement. À 3 points, il a quand même eu des bonnes périodes, Man, tu vois. 30... Ouais, mais 36%, pour moi, c'est une moyenne basse pour Treman. Hein. Quand tu vois la qualité de son tir... quand tu vois la qualité de son tir, et surtout quand tu vois la sélection de tir, Treman, il améliore un tout petit peu sa sélection de tir. Il est facile à 35%. Mais est-ce qu'il va l'améliorer? En fait, pour moi, l'année prochaine, on en revient sur lui. Est-ce qu'il aura pas un rôle où il va prendre plus de tirs, plus forcé, etc. Donc ses moyennes de points et autres seront plus hautes, mais des pourcentages peut-être plus faibles. On sera satisfait de ce qu'on a vu, mais est-ce que les pourcentages vont suivre? Je sais pas. Est-ce qu'il peut être plus bas que 39% et 36% à 3 points? Je pense pas. Moi, 36% à 3 points, si, mais 39%, par contre, j'espère que ça va augmenter. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, je suis plus serein un JRE qui va prendre que des tirs à zéro et des trucs ouverts que en Man, je pense. Ouais. Ça aurait pu être ça la question. Qui aura le plus haut pourcentage à 3 points entre les deux, tu vois? Ouais, les profils sont complètement différents. Après, JRE, c'était par période aussi. Au début, il shootait super bien. Après, Treman, c'était par période aussi. Hein. Ouais. Donc, je sais pas. En fait, je me dis, Treman, il y a quand même une probabilité plus élevée qu'il se retrouve avec le starting five, ou en tout cas avec des titulaires que l'an dernier. Tu vois, l'an dernier, ces pourcentages, ils ont chuté drastiquement parce que Giddey était absent et du coup, Man, il s'est retrouvé titulaire avec pas mal de responsabilités en attaque. Que là, s'il évolue un peu plus avec Giddey, avec Shea, etc., il va peut-être avoir plus de tirs en catch and shoot, par exemple. C'est en fait, je base ma réflexion sur le fait que Treman, selon moi, va avoir plus de séquences avec les titulaires que ce qu'il a eu, notamment au début de saison l'an dernier où il n'en avait quasiment pas. Et du coup, il va se retrouver avec moins de tirs. Alors, il aura toujours ses tirs compliqués quand il sera vraiment le leader de l'attaque et de la seconde unit, mais peut-être un peu moins que l'an dernier. Et du coup, ses pourcentages peuvent augmenter. Non, c'est possible. On va garder quelques billes pour les previews, mais pas de Dort. Impossible, 35%. Impossible, non, mais je l'affirme pas sans trembler des genoux. Parce que vu les tirs qu'il prenait l'année dernière, il est quand même à 32 ou 33. 33, ouais. Pourquoi pas Shea à voir, effectivement, selon la sélection de tirs qu'il prend, selon comment il performe aussi, parce que là aussi on a eu de vitesse l'année dernière sur ça. Pas de retour de Ty Jerome dans le game, pas de... Ah non, parce qu'il jouera pas, donc ça oui, c'est pas... Oui, c'est pas... Non, mais c'est... Enfin voilà, Shea, en fait, je me dis que la saison de Shea l'an dernier à 3 points, elle était historiquement basse, et que il a montré quand même les 2 saisons. Alors la saison précédente, on l'a dit dans le podcast quand on a fait Shea, mais la saison précédente, elle était historiquement haute en termes de réussite, et cette saison, elle était très basse. Donc je me dis, tu vas peut-être arriver à un bloc médian, et le bloc médian, tu vois, il est autour de 35-36%. Ouais, je suis d'accord. Et j'espère que Poku sera dans cette liste à la fin de l'année quand même. J'espère. Ouais, je sais pas, il était à combien l'an dernier? 28, à 29, 28, ouais. Moins 30. Ouais, moi, sur moins de 30, ouais, c'est sûr. Attends, la saison... à voir, mais ça peut être le facteur. 28,9, ouais. Ouais, ça peut être le facteur pour lui après, mais bon, on en est loin pour l'instant. Je te laisse enchaîner, après moi j'en aurai une dernière un peu plus long terme. Moi j'en ai une. Celle-là, c'est une question provoque, donc je vais la garder pour la fin. Alors, celle-là, elle est technique. Concentration. En excluant les 2 franchises de Los Angeles, Shea est le 2e meilleur joueur de toutes les équipes qui ne sont pas allées en play-off l'an passé.
Alors attends, faut que je regarde déjà quelle équipe il y a, pour pas oublier. Donc en gros, c'est si tu fais la liste des équipes, tu as T'as que Damien Lillard qui est devant lui. t'as Portland, Sacramento, San Antonio. Non, je te dis, c'est pas le bon classement. Je regarde juste la liste, c'est pas le classement que je regarde. L'année dernière, qui était pas en playoff? Il y avait San Antonio, de toute la NBA, hein, je te dis pas juste toute de la la NBA, conférence pas que de Ouest, l'Ouest. Ah oui, pas toute la NBA. Alors attends, je reprends la liste. Donc hein. les Lakers, On les enlève les deux franchises. les Lakers on enlève. San Antonio, ok. Tu peux enlever les Clippers aussi, hein, parce qu'ils étaient pas en playoff. Hein. Ok, donc San Antonio, Kings, Blazers, Rockets, Magic, Pistons, Pacers, Wizards, Knicks, Hornets Et Cavs. Et tu me dis que Shea est le deuxième meilleur joueur? Il y a que Lillard devant lui. Alors, Houston, il n'y a personne. Bon, Lillard et Kings, il n'y a personne. San Antonio, il n'y a personne. Surtout que Murray n'est plus là, donc voilà. Ensuite, le Magic, il n'y a personne. Détroit, Kate, c'est trop tôt. Pacers, il n'y a personne. Wizards, il y a Bradley Beal. Ouais. Ok. Donc là, je retiens juste les noms au débat. Knicks, il n'y a personne. Bon, Hornets, t'as éventuellement Lamelo. Ok. Les Cavs, t'as Garland, Mobley, Allen. Ok. Donc c'est avec ces noms-là, en gros, que le débat a lieu. En gros, c'est... allez, il y a un trio chez Lamelo, Garland. C'est un peu... voilà. C'est, et Bill, non? Ouais, Bill. Mais Bill, pour moi, est un peu sur la pente descendante, alors que les trois sont sur la pente ascendante. Est-ce qu'il est quand même meilleur que... C'est chaud, hein? Ah bah, c'est la question. Hein. Attends. Je sais pas. Je sais pas. Tu vois, est-ce qu'un Garland a une hype supplémentaire, mais est-ce que vraiment sur le terrain il est meilleur que Shea? Bon, pour voir les stats de Bill l'année dernière, Shea devant, il fait une meilleure saison dernière. Ah ouais, les stats elles sont dégueulasses. Ouais, et puis les Wizards n'ont pas été exceptionnels. Tu vois, avec Garland et Lamelo, c'est chaud parce que c'est des profils un peu différents selon ce que tu préfères. C'est chaud, hein? Ah, t'as vu? Je pense que Garland l'année dernière fait une meilleure saison que Shea. Après, est-ce que c'est vraiment un meilleur joueur ou est-ce que c'est les Cavs qui font que et l'effectif qui font qu'il a mieux performé? C'est une vraie question. Mais tu vois, sur la saison dernière, Garland est peut-être meilleur que Shea. Mais est-ce que c'est une vérité absolue sur le joueur? Je sais pas. Et pour Lamelo, lui aussi, le contexte est spécial, quoi. C'est compliqué. Ah, je sais pas, hein. Faut une réponse. Je te dirais non. C'est trop short pour moi. Tu vois, Garland a montré beaucoup de choses l'année dernière, je pense. Mais il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat, Lamelo, Garland, Shea. Ouais, effectivement, selon ce que tu préfères, selon la hype, selon peut-être le côté création que moi, du coup, je sollicite un peu plus avec Garland ou même Lamelo, même si je mets peut-être Lamelo derrière quand même. Après, il y a l'aspect défensif, qui quand même, Shea est bien meilleur que les deux autres, je pense, qui pourrait me faire revoir mon jugement. C'est dur, hein? C'est vraiment dur. Tu dirais quoi, toi? Faux. Ouais, franchement, tu mets Garland devant? Ouais. Ouais, je pense aussi. Hein. Ouais, moi je mets Garland devant. Pour ceux qui écouteront Dunk Hebdo bientôt, vous verrez que je mets Garland dans un certain classement. Parce que je trouve qu'en fait, Shea est très fort, mais selon moi, la saison l'an dernier de Darius Garland est quand même assez exceptionnelle, que ce soit en capacité de création, capacité de tir extérieur. Donc ouais, moi je le mets au-dessus. Je pense que je mets Shea au-dessus de Lamelo. Ce qui va pas faire plaisir à tout le monde, mais je pense que je mets Shea au-dessus de Lamelo. Il y a débat, ouais. Il y a débat, bien sûr, mais ouais, pour moi, Garland a vraiment fait une saison exceptionnelle. Alors, je suis peut-être un peu biaisé, et si ça se trouve, Garland va avoir un coup de moins bien l'an prochain, un peu comme a eu Shea cette saison, et du coup, on va se dire, non, en fait, c'est pas le cas. Mais en l'état actuel des choses, j'ai envie de te dire que
Garland est un poil supérieur à Shea de par sa très grosse capacité de création et de par, il faut quand même l'avouer, une bien meilleure qualité de tir. Après, oui, sur le tir l'année dernière, il n'y a pas photo. Bien sûr. Après, il est beaucoup mieux entouré, ce qui l'aide aussi grandement sur pas mal de choses. Mais bon, presque 22 points, 8 passes, 8 passes, 38% à 3 points. Puis il y a ce côté quand même un peu plus compétitif que les Cavs ont eu par rapport au Thunder. Ouais, c'est dur de mettre Shea devant lui après la saison dernière, quoi, honnêtement. En fait, la question, c'est qu'on peut se poser, c'est bon, c'est très hypothétique, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais on peut quand même se la poser. C'est si tu mets Shea aux Cavs à la place de Garland, est-ce qu'ils font la même saison? Si tu mets Garland à OKC, est-ce qu'il fait la même saison que Shea? C'est dur. Je pense que les Cavs sont peut-être moins bons parce qu'ils ont besoin de création et Shea le fait quand même moins bien que Garland. Par contre, côté Thunder, je suis pas sûr qu'on soit bien meilleur si tu changes les deux, honnêtement. Ouais. Non, j'ai pas fait à moitié quand j'ai pris la question. Non, mais c'est une très bonne question. Et encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis, parce que là, on est certes un podcast de fans du Thunder, mais peut-être qu'il y a des gens qui seront quand même d'accord avec nous, qu'il est derrière. Je sais qu'il y a déjà eu ce débat-là, j'ai déjà vu ça passer sur Twitter. C'était serré, mais Garland, je pense, gagnait. Moi, je mets Garland devant. Ouais, je pense que ça se tient de le mettre devant. Après, la mélo, c'est autre chose. Mais Garland, ouais, vu la saison, ouais, je suis d'accord. Tu vois, tu m'aurais mis la saison qu'a fait Shea il y a 2 ans, tu me la mets l'an dernier. Je pense que je le mets devant Garland, mais Shea a quand même fait une moins bonne saison l'an dernier qu'il y a 2 ans. Donc, voilà, plus de matchs en plus pour Garland, donc mine de rien. Bah, Garland, il en a joué 68, là où Shea en a joué 15 de moins, ou 12 de moins, je crois. Donc ça joue aussi. Bon, je te pose ma dernière question, un peu plus à long terme cette-ci. Tu as plus de 8 joueurs du roster actuel qui seront dans l'équipe d'OKC qui retournera en playoff. Ah, tu sais que j'y ai pensé en plus. J'avais pensé à cette question. J'ai mis 8 parce que pour moi j'en ai 8 sûrs et après c'est à toi de voir si je... Attends, dans le roster du Thunder qui retourne actuel, en playoff, ouais, tu prends le roster actuel, quand on sera en playoff, combien il y a de joueurs de ce roster-là qui seront dans l'effectif? Après, je suis sûr que les 8 gars que t'as en tête, c'est moi ma rotation de 8 si on va en playoff limite. Vas-y, bah dis, au pire, c'est possible. Hein. Il y a Shea, Dort, Giddey, Mann, ouais. JRE, ouais. Kenrich. Ouais. Du coup, tu mets Bazley dedans? Non, j'ai pas Bazley. T'as pas Bazley? Donc il m'en manque 2, Muscala? Ouais. Non. Les deux, moi il me reste 2 rookies dedans. Ah, Jalen? Ouais. Et Chet, bah oui, je suis con. Ouais, donc ça en fait 8. J'ai oublié les 2 rookies. Moi j'ai ces 8 là, donc toi est-ce que t'en as plus que 8? Faudrait que je fasse la réflexion là, mais... Bah, 2 que tu as pas dit, t'as Muscala, Jalen Williams, Dieng, Omoriori, Wiggins, Krejci, Bazley, Maledon, Poku, Favors, Jerome et Waters. Tout dépend en fait de quand le Thunder va retourner en playoff. C'est aussi ça la question, c'est un peu ça. Parce que si c'est dans 2 ans, t'auras des gars qui seront sous contrat rookie, donc techniquement ils seront toujours là. Oui. Ousmane Dieng par exemple. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai envie de te dire qu'Ousmane Dieng fera partie du roster du Thunder qui retournera en playoff. Moi, je mettrais. Tu gardes tous ceux que j'ai cités? Parce qu'un Kenrich, par exemple, pas sûr qu'ils soient encore là. On peut se poser la question pour JRE, pour tout le monde potentiellement. Dort aussi, on en a parlé. Je pense que je mets un point d'interrogation sur Dort et JRE. Mais le reste, je suis quasi sûr que c'est là après. Bon, plus Kenrich que Dort alors. Ouais. Kenrich a été prolongé, alors après on peut faire enfin Dort aussi a été prolongé, mais la valeur marchande de Kenrich est quand même différente de celle de Dort. Mais tu peux te dire que l'extension, parce que l'extension de Kenrich montre que le Thunder a envie. En fait, je me dis que le Thunder a tellement eu 150 occasions déjà de trader Kenrich et ils l'ont pas fait. Ça montre que tu comptes sur lui pour le moyen long terme. Et que tu vas pas le lâcher à la première occasion. Ok. Et du coup, parmi ces 9 joueurs, lesquels jouent? Ça, c'est bonus.
Est-ce qu'ils jouent tous ou est-ce qu'il y en a que tu penses qu'ils seront juste là parce qu'ils seront là, mais... Bah, chez Guidi, Chet, Man, Jane Williams, c'est déjà... Si j'exclus Dort, allez, on va dire que j'inclus Dort. Dort est dedans, Kenrich aussi, et voilà. Tu fais pas jouer JRE, quoi. Et Non, Dieng. non. Ok. Ça se tient, je suis plutôt d'accord avec toi. Tu vois, moi j'en avais 8 sûrs qui seront là. Après, effectivement, si tu considères contrat Dieng, bah forcément il va être là. Tu vois, tu peux avoir petit débat Wiggins, Bazley ensuite, tu peux avoir peut-être du Poku, on verra. Peut-être pas qui joueront, hein. Peut-être même Muscala, je m'attendais à ce qu'il ressorte peut-être avant. Parce que il va peut-être se retirer en tant que joueur du Thunder, mais quand ça arrivera aussi que le Thunder retournera en playoff, c'est la question. Mais moi j'étais parti dans l'esprit 2 ans ou 3 ans, donc tu vois. Ouais, bah... Ça fait encore une belle transition aussi avec ma question. Mais non, mais c'est ça. Tout dépend de quand tu vas retourner en playoff, quoi. Effectivement. Mais bon, ouais, c'est pour moi, enfin, t'as un socle quand même de 5-6 joueurs qui, si tout le monde se développe bien comme il faut, peut être des éléments importants. Ouais. Ok, moi je suis d'accord avec toi et je pense que les gens le seront aussi. Je te laisse poser ta dernière. Ah, celle-là, elle est provoque. Hein. Vas-y. Celle-là, elle est provoque. Sam Presti est en danger en cas d'absence de progression d'ici les 2 années à venir. Non. C'était une question. Si... Non. Pour toi, il n'existe même pas un scénario je pensais que sur Terre 2 où... Je pensais que tu allais me dire Mark Daynold déjà. Je pensais pas que tu allais me dire ça. Non, parce que... même si là, t'as pas de progression en 2 ans, le taf fait sur le long terme, parce que même dans 2 ans, on aura encore plein de pics, plein de choses. Je considère que le taf fait est bien. Je considère que, vu la vision Oklahoma très... mine de rien, très famille, encore une fois, tous les assistants qui ont été recrutés, les mecs dans l'orga, c'est tous des anciens joueurs, c'est des anciens... c'est très... On reste proche de ses proches, concrètement. J'ai du mal à les voir se dire bon, c'est trop mou, on progresse pas, on a besoin de gagner, Presti tu t'en vas. Ça me paraît inconcevable. Qu'est-ce qui pour toi pourrait pousser à ce qu'ils partent, à part juste le manque de progression, des erreurs trade, des trucs Le fait que il s'est quand même mis un peu tout seul, ou peut-être pas tout seul d'ailleurs, une pression sur l'intersaison 2023. Dans ses discours en sortie de conférence de presse, etc. Je pense que ça, c'est une strate collective avec le proprio et tout. Hein. Oui, mais ça peut aussi être le proprio qui, un peu comme ce qui s'est passé à Atlanta, en disant des résultats. Bon, alors, je pense que Clay Bennett, lui, il est très content actuellement parce que il a plus de luxury tax à payer. Ouais. Mais ça a pas l'air d'être un proprio très chiant et très agressif. Hein. Je pense qu'il est proche de ses sous, globalement. Mais ouais, je me dis que si vraiment, tu vois, ça patine encore, on arrive en 2024, là, en avril 2024, et que t'as encore une saison à moins de 35 wins, est-ce que tu peux avoir une certaine forme d'impatience de la part du proprio qui te dit, ok, je t'ai laissé... Parce que tu vois, dans 2 ans, ça veut dire que tu seras à ta 4e année consécutive en loupant les playoffs. Je me dis que Sam Presti, là, il est dans un siège confortable, mais on n'est pas à l'abri quand même que y a un moment où le siège commence à chauffer. Alors on n'en est pas là et c'est un peu provoque pour amener une réflexion sur un peu plus large sur combien de temps dispose Sam Presti avant d'attiser l'impatience, que ce soit de nous les fans ou même du proprio. Mais je me dis, il y a quand même cette tombe de 2023 qui pour moi me paraît un peu bizarre. Moi j'ai du mal à voir Presti comme si ça marche pas, comme le piston qui va sauter ou la pièce qui va sauter. Pour moi, si en 2024 t'es toujours bloqué, parce que Chet est mal revenu de sa blessure, parce que ça marche pas le reste, parce que t'as loupé 1 ou 2 drafts, pour moi c'est que tu vas retrader plein de joueurs en fait. Chet tu vas l'envoyer quelque part, Dort tu vas l'envoyer quelque part et tu vas essayer de faire autre chose. Hein. C'est plus ça dans cette optique là que je le verrai moi. Ouais, mais du coup, si tu fais ça, tu repars sur un cycle. Tu repars complet. Encore de zéro, ouais, mais et du coup, est-ce que le changement de cycle passe pas aussi par un changement de GM? Moi, ouais, j'ai vraiment du mal à voir ça parce que ça me paraît pas être dans
dans la politique d'OKC. Après, effectivement, qu'est-ce qui est dit en interne? Est-ce que le proprio a dit à Presti, comme tu le sous-entends peut-être, 2023, il faut commencer de faire le taf parce qu'après ça va me saouler. Peut-être, hein, c'est possible. Hein. J'aurais beaucoup de mal à voir ça. J'ai l'impression, c'est quelque chose qui est très peu discuté en plus de ça. On a même très peu d'infos sur le contrat de Presti, hein, parce que ou même de Daynault, ou même de, on sait jamais. Ouais, je sais pas parce que c'est lui la figure d'Oklahoma, tu vois. C'est plus que le proprio, plus que d'autres choses. C'est pas, t'es pas sur un poste qui a beaucoup bougé, voire pas du tout. Ouais, je sais pas. J'ai du mal à le voir. C'est vraiment si ça a planté quoi. Parce que pour moi, avant Presti, t'as des joueurs qui peuvent sauter, t'as le coach, t'as plein de choses, tu vois. Hmm. Mais finalement, tu parlais de cette mentalité famille. Est-ce que c'est Sam Presti, enfin, est-ce que c'est Clay Bennett ou est-ce que c'est Sam Presti qui a instauré cette mentalité famille? Parce qu'on sait pas ça. Tu vois, Je pense que c'est l'Oklahoma, moi, globalement. Hein. Oh, je suis pas assez expert dans l'Oklahoma. Je pense honnêtement que c'est quelque chose de... Ouais, mais après... Bon, en tout cas, ils sont pas très familles pour l'avortement, mais ça, c'est un autre débat. Mais non, mais... Ils sont trop familles, peut-être, justement. Ouais, ils sont trop familles, ouais, effectivement. Non, mais moi, je vois pas non plus Sam Presti partir à terme, mais je me dis, putain, t'es Sam Presti, t'as quand même un des postes les plus cool, entre guillemets, de la NBA, c'est-à-dire que t'as quasiment t'as carte blanche, tu peux faire un certain nombre de bêtises, même s'il en fait pas actuellement, mais putain, je connais peu de GM. Il y a peut-être Masai Ujiri du côté de Toronto j'ai oublié le nom du GM des Warriors. Je crois que c'est Joe Lacob, si je dis pas de bêtises. Non, je sais plus. Meilleur c'est le proprio, mais le GM je sais plus. C'est ça? Je crois que c'est Joe Lacob le proprio et Bob Myers le GM. Ouais, c'est l'un des deux en tout cas. Bob Myers le GM. Voilà, donc c'est Bob Myers. Mais en plus les deux fonctionnent par pair en plus. Mais voilà, je trouve qu'il y a peu de GM qui ont une place aussi chaude, une place aussi safe que Sam Presti de toute la NBA, quoi. Non, c'est sûr. Il a un acquis de confiance et de... Ouais, non, mais c'est sûr. Et même, tu vois, moi, je m'attends à ce que ça marche pas en 2024, que Presti, il arrive et qu'il dise bon, ben, on a fait pas mal de choses, on a essayé de reconstruire, là, sur ces 3 dernières années, on a encore plein de pics qui arrivent, on va réessayer de refaire un cycle de reconstruction parce que ça n'a pas marché. On sait que pour nous, c'est le seul moyen, on est obligé de faire ça. Moi, à tout moment, si ça marche pas, je m'attends à ce qu'ils disent ça. Hein. Ouais, d'ailleurs, ça c'est un peu avec l'actualité, mais globalement, avec les 2-3 rumeurs qui circulent sur le nouveau CBA, le Thunder se met très très bien. Ça nous arrange pas mal. On aura l'occasion d'y revenir plus tard, mais ça nous met bien. Le Thunder, avec d'autres équipes, hein, avec San Antonio, avec Utah, globalement les 4 équipes qui possèdent l'intégralité des pics de draft pour les 6 prochaines années, y a quand même, là tu te dis que ça aussi, ça peut être un peu un motif de retarder ta reconstruction en te disant je sais pas quand, je pense qu'elle va être abrogée la règle du one and done, mais je sais pas quand elle sera effective, si elle est effective en 2024 ou en 2025, mais t'as aussi ce petit truc de se dire putain, il y a une année où tu vas avoir 2 drafts pour une, quoi, globalement. Faut imaginer, genre ça aurait été fait avant, là cette année il y aurait pu avoir Cade, Mobley, Chet, Scoot. Scoot. Enfin, non, pas. Soit tu pars avec Cade et Mobley et Chet, soit tu prends l'année d'après, mais. Ouais, non, t'aurais pu avoir, cette année, Chet, Victor, Scoot. Ouais. Si elle avait été abrogée dès cette année, t'aurais pu avoir Chet. Et si c'était l'année dernière, ouais, c'est ce que je disais, t'as Cade, Mobley, Green, Chet, Jabari, Paolo, enfin, t'as des. Ça ressemble à. Les drafts sont épaisses quand même, tu vois. Ouais, après, t'as aussi des joueurs qui augmentent leur stock de draft en arrivant à la fac, hein, aussi. Hein. Mais ouais, après le truc de l'abrogation du one and done, ça va être un bordel pour les drafts. Parce que t'as plein de recrues 5 étoiles. Bon, Alan en parlerait mieux que moi, mais t'as plein de recrues 5 étoiles en sortie de high school qui, quand ils arrivent dans un cursus universitaire, marchent pas, quoi. Sont moins 5 étoiles, ouais. Donc ça va apporter son lot d'incertitudes, et là aussi tu peux être assez content d'avoir un GM qui s'est bien drafté, parce que là tu vas arriver à un moment où tes incertitudes, déjà la draft ça a son lot d'incertitudes, mais si tu ramènes des joueurs en sortie directe de high school, tu vas avoir encore plus d'incertitudes. Complètement. Bon, Constant, c'était très cool cet épisode, on s'est posé des vraies questions un peu chiantes à répondre, c'était intéressant.
En attendant la reprise de la saison, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch. Promis, les lives vont bientôt revenir avant la saison, c'est sûr. Lâchez 5 étoiles où vous pouvez, des commentaires. N'hésitez pas à répondre vous aux questions en commentaire aussi, ça sera intéressant de voir vos avis. Et voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et pour bientôt les matchs de pré-saison. On vous prévoit aussi d'autres sujets. Et en attendant, profitez de vos nuits tranquillement. Salut. Salut.